Si tu pouvais transformer ta vie en claquant des doigts, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu changerais quoi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Provoque, c'est une impulsion. La mienne, peut-être la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Morgane Cléré. Je suis entrepreneur dans la communication. Je ne suis donc ni coach, ni psy, ni prof, ni agrégé de philosophie. Je n'ai pas non plus la science infuse, mais j'ai mon expérience de vie et surtout, j'ai le goût des autres. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre et d'évoluer grâce à ceux qui ont trouvé les clés pour être épanouis et j'ai envie de vous en faire profiter. J'ai donc créé Provoque pour nous motiver à provoquer notre bonheur grâce aux conseils et témoignages de vie singulières de celles et ceux qui ont osé sauter des barrières et vaincre leur peur pour être plus heureux. Tout au long de chaque épisode, vous trouverez des outils, des exercices et des astuces à mettre en pratique au quotidien. Tendez bien l'oreille et restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les petites clés du jour. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Mélinger. Sébastien, c'est lui qui a été un des éléments déclencheurs dans la vie de Fanny Guillas que j'ai reçu dans le 2e épisode de Provoque. Alors forcément, ça m'a donné envie de le rencontrer et j'ai bien fait. Sébastien a dû faire face à pas mal de galères financières tout au long de sa vie et il a dû trouver seul les clés pour s'en sortir. Il s'est battu pour ne pas reproduire les mêmes schémas familiaux et surtout pour ne pas avoir à de nouveau souffrir du manque d'argent et du manque d'amour. Pourtant, la vie l'a parfois rattrapé. De ses erreurs, il a appris. Il a même transformé ses peurs puisque son métier aujourd'hui, c'est en quelque sorte de protéger les autres. Alors comment fait-on pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes familiales qui nous collent à la peau? Comment transformer l'argent en quelque chose de positif? Et comment apprendre à reprendre sa vie en main, même quand on est au plus bas? J'espère qu'en écoutant cet épisode, vous éviterez quelques embûches sur votre route. Je vous laisse donc découvrir l'histoire de Sébastien et ses bons conseils pour ne plus jamais vous sentir seul. Bonne écoute. Je suis Sébastien, j'ai 44 ans, je suis marié et j'ai deux enfants qui sont plutôt grands, qui ont 13 ans, ma fille a 13 ans, mon fils a 9 ans. Je travaille dans le monde des énergies renouvelables actuellement en tant que responsable qualité, sécurité, environnement. C'est un grand mot pour dire que finalement, je m'occupe de process, de procédures et de faire en sorte que les gens travaillent en toute sécurité. Je suis originaire du nord-est de la France, de Moselle exactement, où je suis né. Je suis issu d'une famille plutôt modeste. Mes parents m'ont eu très jeune. Ma mère avait 21 ans, mon père 26. Ma mère était serveuse quand elle m'a eu, serveuse dans des bars. Mon père travaillait sur des chantiers. Je suis fils unique, une famille qui a toujours vécu en Moselle, qui s'est vite déplacé vers d'autres régions, puisque mon père étant dans le bâtiment et dans la construction, on a beaucoup bougé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je vis dans une région qui n'est pas la mienne puisque j'habite à côté d'Avignon. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton enfance, un petit peu plus en détail? Alors mon enfance, elle est particulière, je vais dire compliquée. Pourquoi elle est compliquée? La première chose qui me vient, c'est le ballottage. J'ai été beaucoup ballotté dans différentes régions. Mon père était chef de chantier, on a vécu en Moselle effectivement, mais on a vécu dans d'autres endroits, de mémoire à Agen, on a vécu dans les Alpes, on a vécu à la frontière belge, on a vécu en Belgique, on a même vécu en Tunisie quelques mois pour suivre mon père. Et un père du coup beaucoup absent parce que quand il était en déplacement, il a été en Afrique et au Moyen-Orient et du coup je restais avec ma mère, mais ma mère avec son boulot et ses envies de faire la fête, j'ai souvent été ballotté aussi entre chez mes grands-parents, etc. On a vite déménagé quand j'avais 10 ans peut-être en CE2 CM1 dans cette période-là en région parisienne, donc tu vois, venir des endroits sympas, plutôt cool, en région parisienne dans le 93, parce que ma mère avait trouvé un travail sur Paris.
Là, ça a vraiment été une rupture pour moi parce que je me suis confronté pour la première fois à un milieu plutôt urbain avec des gamins avec qui j'avais pas forcément les codes et autant te dire que les premiers jours ça a été plutôt compliqué. Et à côté de ça, si tu veux, mes parents travaillaient sur Paris principalement, donc ils rentraient tard le soir. Donc moi j'avais déjà ma clé autour du cou alors que j'étais en CE2 dans la classe CE2 CM1. Donc ils rentraient tard le soir, mais surtout en fait, ils aimaient bien pas rentrer directement à la maison, mais s'arrêter au café, boire un, deux, trois verres avec leurs copains. Et du coup ça me faisait moi des grosses journées à rallonge et des fois des grands moments tout seul le soir, jusqu'à dîner tout seul à cette période-là. Et je crois que déjà à cet âge-là, je perdais vite ma clé que j'avais autour du cou, donc il m'arrivait de passer des grands moments tout seul sur le paillasson de l'appartement. Je me suis fait finalement à la vie en banlieue parisienne parce que une fois que tu as compris les codes, comment ça marche, je me suis fait des copains à l'école, des copains au collège. On vivait dans des HLM et en quatrième, mes parents se sont séparés parce que à trop faire la bringue, à trop avoir de problèmes financiers, tu te retrouves plus, tu sais, tu vois là, ils sont séparés, mais c'est la vie hein, de beaucoup de Mm. gens. Mais on avait quand même beaucoup beaucoup de problèmes d'argent à la maison. Hein. J'ai eu à ouvrir la porte aux huissiers de justice parce que mes parents payaient plus leurs dettes et c'était voilà et ça devrait pas arriver. Je veux dire quand t'as 12, 13, 14 ans, tu devrais pas être confronté à ça. Et c'est vraiment quelque chose quand je l'entends ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que je trouve ça injuste qu'un enfant soit confronté à ça. Mais ça me touche d'autant plus parce que ça fait partie de ma vie perso et ça me renvoie à cette période-là, quoi. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, mon père gagnait bien sa vie hein, et il gagnait très bien sa vie puisqu'il faisait des grands déplacements, je t'ai dit, en Afrique noire, au Moyen-Orient. Donc à un moment, on était même très très aisés. Mais ils dépensaient facilement leur argent. Ils ont pas eu d'éducation financière, mes parents. On leur a pas dit, attends, il faut épargner, il faut Qui en a eu? je me suis posé la question il y a 3-4 ans quand moi j'ai décidé de me dire attends t'es en train de reproduire ton schéma familial et je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai lu et effectivement ta question elle est juste. En fait personne n'en a à part peut-être les enfants de notaires ou les enfants de banquiers ou les enfants de comptables tu vois mais Ouais, ou les gens finalement qui font des écoles de commerce. ouais, et encore, tu vois, tu fais une école de commerce, mais c'est quoi? C'est pour gérer le commerce, faire du commerce, de la finance d'entreprise. C'est pas forcément pour gérer tes finances à toi. J'ai discuté, du coup, après, je me suis intéressé, j'ai posé des questions à des copains, à des collègues et tout, en disant, tiens, toi, t'as un budget, machin, et nous, non, mais je gagne mon salaire, les dépenses, elles sortent, et puis je regarde ce qui me reste à la fin du mois. Ouais, et voilà, et mes parents, en fait, ils avaient l'argent qui leur brûlait les doigts, et mon père, tu sais, en fin de vie, on a eu ces discussions-là et puis il m'a dit, mais j'ai recalculé grosso modo ce que j'ai pu dépenser en sortant, en machin, en conneries et tout. Il m'a dit, j'aurais pu m'acheter 2 maisons avec tout ce que j'ai dépensé. Et après, la question que j'ai posée, c'est, mais au moins l'argent que tu as dépensé, est-ce que ça t'a fait plaisir de la manière dont tu l'as dépensé? Parce que tu peux avoir ça aussi, hein, de dire, attends, moi j'ai pas envie d'épargner, j'ai envie de me faire plaisir, profiter. Et tu vois, il me l'a pas dit complètement, mais il m'a dit à la fin, il m'a dit, ouais, j'aurais pu le dépenser autrement, me faire plaisir autrement. Mon père, il avait des passions, mais à un moment, il a été obligé d'arrêter ses passions parce que il pouvait plus, parce que toujours à courir après l'argent ou parce qu'il était fatigué de son boulot aussi. Parce que tu vois, quand tu fais des boulots qui sont manuels, à un moment, ton corps il est usé et t'as pas forcément envie de Mm, de prendre du temps pour aller faire ta passion. c'est clair. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui, je suis un métier qui est plutôt intellectuel, donc mon corps il est en bonne santé et je peux l'utiliser pour mes passions derrière. Voilà, parce que mon corps il n'est pas usé par 8 heures de boulot, donc je peux l'utiliser pour autre chose. Mon père il avait pas ça, ma mère non plus. Ma mère, même si elle était secrétaire, elle se tapait quand même des 2 heures et demie de trajet par jour pour aller au boulot, ce qui est Mm. dingue aussi. De quoi tu as manqué finalement quand tu étais enfant? Je pense que j'ai manqué de deux choses, de sécurité financière. Forcément, à cet âge-là, tu te compares, tu te dis, ouais, les copains, ils ont des jeux neufs, ils ont des machins, ils ont des Adidas, ils ont, tu vois, des trucs de gamin, des trucs d'adolescent. Tu te dis, ouais, et puis nous, on n'a pas d'argent. Et puis moi, des fois, je fais un repas sur deux. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dit. Euh, Finalement moi je veux pas vivre cette vie, je veux pas vivre la vie de mes parents, je veux aller complètement à l'opposé et gagner de l'argent. C'était vraiment mon rêve, c'était petit, c'était gagner de l'argent, pouvoir acheter une maison et pouvoir offrir une maison à mes parents également. Mhm. Et en même temps
ça a plutôt été aussi ce qui m'a manqué, c'est aussi finalement une sécurité familiale, tu vois, une sécurité affective, de dire attends, mais moi, mes potes, mais ils rentrent à la maison, leurs parents ils sont là ou ils arrivent rapidement derrière. Le week-end, ils font des trucs avec les parents. Moi, mes parents, j'entre à la maison, ils sont pas là. J'ai la clé autour du cou, je dois manger tout seul. C'est plutôt ça, tu vois. Je pense que j'ai manqué de sécurité financière et en même temps de sécurité affective. C'est ce qui m'a marqué et ça m'a marqué d'autant plus fortement, Morgane, que aujourd'hui, j'ai la volonté de ne pas faire ça, c'est-à-dire d'être très très stable, très très entouré et de donner du temps pour mes enfants, pour moi, pour ma famille, pour mes amis. J'ai besoin d'être entouré dans ma vie aujourd'hui. Et tu vois, j'ai encore une blessure finalement enfantine qui est de se dire la peur de pas être aimé, la peur de pas être reconnu et la peur finalement de pas avoir de valeur, tu vois, entre guillemets, de se dire mais finalement je suis qui moi pour eux, je suis qui pour ces gens-là. J'ai écouté le podcast avec Bootsy sur la sérendipité et finalement c'est ça, d'accident tu as des hasards et des rencontres. Tu vois, moi une des rencontres que j'ai faites quand j'étais adolescent, c'est quand mes parents se sont séparés, du coup chacun d'entre eux a refait sa vie. Et mon père avait rencontré quelqu'un. On était allé passer des vacances chez les parents de cette femme-là dans un lieu extraordinaire, mais vraiment un truc luxueux, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et un gars qui était retraité d'une grosse boîte, alors je sais plus exactement, mais et moi je faisais le con, tu vois, je foutais rien au collège. Et ce gars-là un jour il m'a dit, écoute, t'as le choix. C'est soit tu t'amuses, tu fais le con pendant 5 ans, par contre tu vas te faire chier toute ta vie à trimer. Ou alors tu trimes et tu bosses pendant 5 ans, et après tu pourras t'amuser toute ta vie, choisir ce que tu veux faire. Et tu vois, cette personne-là, si mes parents n'avaient pas été séparés, j'aurais jamais rencontré. Mm. Et cette phrase là qu'il m'a dite, elle est mais vraiment ancrée en moi, elle est marquée, mais vraiment fortement en moi. D'ailleurs, je la ressors dès que je peux à des gens que je vois qui sont un peu dans le même schéma que ce que je faisais. Qu'est-ce qui t'a inspiré chez cet homme, en fait, pour que t'écoutes cette phrase-là? Parce que j'imagine qu'il y a eu plein d'autres conseils qu'on t'a donnés ou que t'as entendu ou que t'as lu quand même pendant plusieurs années. Finalement, c'est peut-être aussi ce qu'il était qui t'a boosté. Cet homme, il avait un charisme. Il n'était pas imposant, tu vois. C'était pas une force de la nature, mais il dégageait quelque chose. Tu sentais que ça avait été un meneur d'hommes quand même dans sa carrière. Euh, il avait un charisme où il disait quelque chose, tu vois, avec une voix ferme, posée, où tu disais, ok, lui, il en impose et t'as pas envie de lui désobéir, quoi, tu vois. Et Mm. il avait un cadre de vie qui était pour moi finalement ce que je me faisais à l'époque de l'idéal du cadre de vie, tu vois. Mm. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait des petits-enfants, il avait des chiens, il vivait dans la nature, dans un super endroit. Il mangeait 3 repas par jour, il mangeait à sa faim. Et tu te sentais en sécurité, en fait. Effectivement, il représentait un cadre sécurisant, une certaine sécurité, Mm. autant dans sa manière de parler, dans sa famille, dans son cadre financier, dans son cadre de vie, tu vois. T'arrivais là, tu disais, ok, là je suis bien, il va rien m'arriver. Et ça fait du bien hein, quand finalement tu sais jamais ce qui va te tomber sur le coin de la tronche parce que entre tous les problèmes que tu as, de se dire ok là c'est une espèce de havre de paix, une semaine de repos, 10 jours de repos là-dedans, ça va pas me faire de mal. Et finalement tu vois c'est un peu ça dont on a besoin dans nos vies, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on a plein de problèmes qui arrivent, où tu sais plus par quel morceau prendre tes soucis, parce que finalement, tu sais, les embêtements, ça vole toujours en escadrille. Tu dis, ok, attends, pose-toi, va dans ton havre de paix. Ton havre de paix, il peut être à l'intérieur de toi. C'est juste te dire, attends, prends une demi-heure pour toi, prends une heure, va marcher, fais quelque chose, va courir, va te défouler, fais ta passion, fais un truc qui va te libérer, te permettre de te recentrer, de te dire, ok, là je suis dans quelque chose que je maîtrise, là je suis en sécurité, maintenant je peux aller affronter mes problèmes, ou je peux aller résoudre mes problèmes. En quoi l'insécurité que t'as vécue et ressentie quand t'étais enfant a impacté ta vie? Toujours aller avoir de plus d'affection, plus de copains, plus de relations, plus de soirées à droite à gauche. Et forcément, l'un dans l'autre, tu es toujours dans l'apparat, dans la dépense, pas incontrôlée, mais mal contrôlée en tout cas, pour se dire finalement, qu'est-ce que je cherche quoi? Pourquoi je fais ça? D'un point de vue affectif, toujours la recherche de l'approbation aussi. Encore aujourd'hui, dans des situations même professionnelles, de la reconnaissance, de dire ah c'est bon, Sébastien Mélanger, il a fait un super boulot, ou tiens c'est bien ce que tu as fait. Je sais que
ce que j'ai fait c'est bien. Et en fait, j'ai pas besoin de l'approbation des autres. Mais je suis toujours en train d'accompagner ce petit enfant, de se dire, hey, regarde qui on est devenu, regarde ce qu'on sait faire maintenant, donc c'est bon, on n'a pas besoin toujours de l'approbation des autres, on sait ce qu'on fait. Tu vois, je suis même devenu dans certains domaines un expert de, alors ça fait un peu, je me la raconte, mais c'est vrai, je suis devenu un expert dans certains domaines et j'ai pas besoin de le démontrer, je le sais. Mais t'as toujours des fois ce petit, tu vois, quand t'as un petit coup de moins bien énergétique ou un petit coup de mélancolie, parce que ça arrive toujours, hein, de se dire, ah ouais, mais attends, la dernière fois j'ai fait ça, on m'a pas dit merci, on m'a pas dit que c'était un super boulot. Et en fait, il faut juste se dire, hey, tu t'en fous en fait, c'est pas grave. T'es devenu papa. Est-ce que le fait de devenir papa, ça a changé quelque chose dans ta façon de voir les choses par rapport à ce que t'as vécu en tant qu'enfant? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu n'as pas voulu reproduire, que t'as reproduit malgré tout, ou au contraire, est-ce que t'as réussi à changer les choses? Mais est-ce que finalement, les choses que tu as changées, selon toi, c'était la bonne façon de faire? Depuis que je suis papa, en fait, j'ai une espèce de crainte de pas pouvoir assumer pour mes enfants, assumer de tous les côtés, hein, tu vois, en tant que père, dans l'éducation, dans être présent, dans donner une sécurité affective et aussi une sécurité financière. Le surtout étant la sécurité affective. Moi, c'est hors de question que, tu vois, ça arrive des fois dans toutes les familles, le matin, tu te fâches et parce que tes gamins, ils ont pris du temps, ils ont été en retard ou ils ont fait n'importe quoi et tu pars fâché. Mhm. Et ben, tu sais quoi, quand j'arrive dans ma voiture, que je me dis merde, on part fâché, je reviens toujours à la maison pour s'excuser, pour discuter, parce qu'il est hors de question qu'on se quitte fâché, parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Autant tu fais 200 mètres, tu te fais percuter par un poids lourd et t'es parti là-dessus, c'est C'est ridicule. terrible. Mhm. Donc, et pour ça, bah, tu vois, je me suis dit, bah, toujours ce leitmotiv d'enfant de se dire, je vais faire pas comme mes parents, je vais faire différemment, je vais faire en sorte que mes enfants ils aient une belle vie, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et leur assurer leurs arrières éventuellement. Sauf que, ben, tu vois, ça c'est le, c'est un vœu, et puis ce qui se passe, ben, t'as la vie derrière. Donc nous, on a eu des accidents de vie, hein, d'adultes. On a eu, ben, j'ai changé de boulot plusieurs fois. On avait acheté une maison qu'on a dû quitter pour déménager. On a eu une locataire dedans qui nous a dégradé la maison, donc on a revendu la maison à perte. On se retrouve à payer encore aujourd'hui un crédit d'une maison qu'on n'a plus, en plus de notre loyer du Vaucluse. Ah oui. Et ouais. Donc, alors ça va que j'ai un salaire qui permet de couvrir les deux, mais voilà, en fait, ton salaire qui couvre les deux, tu dis, ouais, il reste plus grand chose, quoi. Donc, tout ça l'un dans l'autre, ça nous a amené dans une situation, bah, et puis ma femme, bah, forcément, quand on est arrivé au début, elle a accouché de notre fils, puis après, bah, il a fallu retrouver du boulot, donc voilà, le temps de retrouver du boulot, bah, on a accumulé les déficits sur le compte, mais comme je te disais, bah, j'ai une situation professionnelle qui est bonne, hein, par rapport à beaucoup de personnes, avec un salaire qui est bon, mais au final, qui l'un dans l'autre ne couvrait pas toutes les dépenses, et puis jusqu'au jour où, bah, on s'est retrouvé avec un rappel d'impôt plus bah, pas pouvoir le payer et un chèque refusé et on s'est retrouvé avec un courrier Banque de France. Donc je fais ça, c'était il y a peut-être 5-6 ans. Ouais, et t'avais déjà le poste que tu occupes aujourd'hui? Ouais. J'avais déjà ce poste-là, donc un poste de cadre, un poste bien payé, une situation stable, mais bah, même si j'avais le vœu de pas reproduire le schéma familial, de se dire attends, faire attention à l'argent et tu vois toujours projeter, anticiper, tiens je vais faire ça avec les prochaines primes, je vais mettre de côté parce que tu vois j'ai l'avantage d'avoir des primes aussi dans l'année. Bah, en fait, ça marchait jamais parce que quand tu regardes pas, quand tu comptes pas, quand tu contrôles pas, bah, finalement, ça file. Et puis quand t'as oublié que quand tu touches une belle prime, plutôt que de la placer pour pas payer d'impôts, que tu vas payer les impôts à la fin d'année et que tu l'as pas du tout anticipé parce que tu te rappelais plus comment ça marchait, Hmm. et ben là, tu dis merde. Donc bah là c'était une grosse mise hein, parce que fallait beaucoup d'argent aux impôts, il fallait réagir vite. Et puis là je me suis dit attends, c'est avec ma femme on s'est dit mais là faut qu'on fasse quelque chose quoi, tu vois, c'était vraiment on peut pas laisser cette situation perdurer parce que je suis en train de reproduire le schéma de mes parents, ça va être quoi la suite quoi, ça va être des huissiers à la maison, ça va être et puis mes enfants j'ai pas envie qu'ils vivent ça du tout. Ce que moi j'ai vécu, il est hors de question qu'ils le vivent. Bah, j'ai réfléchi. Je venais de terminer de lire le livre Miracle Morning, plus un ou deux autres livres plutôt Mhm. sur l'argent, mais alors pas sur la culture financière ou comment gérer ses comptes, si tu veux. Un bouquin qui s'appelle Devenez maître de l'argent et qui est plutôt Mhm. ton approche de l'argent. Et ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des outils que j'ai aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que d'un gros problème, finalement,
Tu pouvais te dire, ces problèmes, j'en ai partout, je vais jamais m'en sortir. Et comme je te l'ai dit, voilà, j'ai lu, alors le Miracle Morning, la philosophie, elle est assez simple, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout commence le matin, et surtout le matin, tu as du temps pour méditer, faire du sport, planifier. Et ce qui est important finalement, c'est planifier. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Moi, mon objectif, c'était de se dire, attends, il faut sortir de cette situation-là, il faut faire quelque chose. Et je sais que je peux faire quelque chose parce que, en fait, je suis toujours retombé sur mes pattes. Je me suis toujours sorti de mes problèmes. Je renais de mes cendres à chaque fois et je sais que je peux renaître de mes cendres à chaque fois et je sais que je peux toujours rebondir. Donc je suis certain de cette force-là que j'ai, cette force de travail, c'est aller travailler plus, prendre un deuxième job pour gagner plus d'argent, pour rembourser une dette, j'irai le faire. Si c'est s'ouvrir à d'autres personnes pour essayer de trouver des solutions, je vais faire. Déjà, j'ai décomposé mon problème en plusieurs parties. Déjà, un premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a renégocié un échelonnement avec les impôts. Après, j'ai discuté avec la banque, etc., plein de trucs. Mais surtout, je me suis dit, mais ça va régler ton problème maintenant. Et ça va pas résoudre ton problème durablement. Et ce que tu veux, c'est la durabilité. Ce que tu veux, c'est changer un mode. Et le mode, premier truc que j'ai fait, c'était décomposer mes petits problèmes. Mon premier problème, c'était, tu sais combien il rentre sur ton compte, mais tu sais pas ce qu'il en sort finalement tous les mois. Tu sais pas où va ton argent. J'ai tout décomposé. Donc, on a éliminé tout ce qu'il fallait éliminer. On a renégocié des dépenses qu'il fallait renégocier. Quand tu travailles déjà là-dessus, tu dis, OK, déjà, j'ai fait un bel effort. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, ce qui est important, c'est pourquoi tu veux gagner plus d'argent. OK, pour solder tes dettes. Mais, et ensuite, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et là, je me suis dit, tu vois, j'ai regardé autour de moi, je regardais mes enfants, je regardais ma vie, je me suis dit, ta vie, elle est pas mal, mais est-ce que tu pourrais faire encore différemment? Est-ce que tu fais les passions que tu veux? Est-ce que tu peux te payer ce voyage au Groenland un jour que tu veux faire? La réponse était non en fait. Donc j'ai réfléchi à comment gagner plus d'argent et en fait j'ai créé une auto-entreprise. Donc je donne de temps en temps des cours dans mon ancien réseau d'écoles d'ingénieurs. Et je me suis fait former pour être auditeur de certification pour des entreprises. Toujours dans le HSQE, donc c'est ça, hygiène, sécurité, qualité, environnement. Toujours dans le HSQE, je suis quand même allé parler à mon employeur, lui dire, aller le voir et lui dire, moi je voudrais faire ça. Alors je lui ai expliqué les raisons grosso modo, les avantages pour tout le monde, pour l'entreprise, pour moi. J'ai aussi été transparent sur ma situation financière de l'époque en lui disant, moi ça va permettre aussi de rebondir financièrement et dans ma vie privée. Et donc ça a été accepté. On a un accord sur quand est-ce que je peux faire, comment je peux faire, etc. Et une fois que j'ai validé cet accord-là, une fois que j'ai fait sauter le verrou de OK, faut payer la formation, c'est bon, je peux la faire cette formation, ça m'a libéré. Ça a libéré mais un potentiel incroyable parce que face à une situation de stress, tu te dis je peux pas. Mais si tu peux, prends du recul, regarde ce que tu sais faire. Regarde toutes les billes que tu as déjà dans ta poche. Regarde toutes les capacités que tu as développées depuis des années. Tu vois, la dernière fois, je tombais sur une phrase, je sais plus sur quel réseau social, qui était jusqu'ici, vous avez survécu à toutes vos mauvaises journées. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, il m'est arrivé mais des galères de ouf, quoi. OK, j'ai été bas, j'ai été plus bas, j'ai toujours rebondi. J'ai toujours réussi à trouver une solution et des fois la solution c'est pas moi qui l'ai mais la vie va mettre quelqu'un en face de moi ou dans mon réseau peut-être pour une journée, une semaine, avec qui je vais parler et qui va parler d'une solution que je vais mettre en place et qui va débloquer. Et t'es pas tout seul, surtout. Ça, c'est important. Dans cette vie, t'es jamais tout seul. Puis ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait d'être très pragmatique finalement et puis de reprendre les choses en main concrètement et de se dire bon, il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait dans ma façon de vivre. Donc je vais mettre en pratique des techniques. Donc tu as évidemment lu quelques livres. Tu as décomposé les gros problèmes en petits problèmes pour justement que ce soit plus simple à gérer. D'ailleurs, ça m'a évoqué une méthode que j'aime beaucoup qui s'appelle la méthode Kaizen. Qui s'appelle la méthode des petits pas. En fait, c'est une méthode japonaise qui dit qu'au lieu de se mettre des objectifs énormes qui nous paraissent impossibles à atteindre, finalement, l'idée, c'est de commencer par des objectifs qui paraissent ridicules et finalement, on se dit, ça sert à rien de se mettre ces objectifs-là. Par exemple, mettre 1 euro dans un cochon tous les jours. Enfin, j'exagère, mais ça commence par ça, en fait, au lieu de se dire, je vais mettre 300 euros par mois de côté, alors qu'en fait, concrètement, c'est pas possible. Se dire, commençons par mettre 1 euro par semaine de côté, en fait, mais à le faire vraiment. Et puis, du coup, la semaine d'après, passer à 2, 5, 10 euros, etc. Je trouve ça assez chouette d'utiliser cette technique, effectivement, qui paraît moins incommensurable. Et puis, tu parlais aussi de l'importance de la communication.
Et le fait d'en discuter avec ta femme, d'en parler avec ton employeur, finalement d'être transparent, de dire voilà, j'ai telle et telle problématique, il faut que je trouve des solutions. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que vous avez des idées ou des techniques ou des accords à me donner aussi par rapport à ma situation, quoi. Et c'est important d'en avoir conscience. On est beaucoup à avoir ça, finalement, une carapace pour se protéger parce qu'on a pris tous des coups dans la tronche toute notre vie. Mais finalement, tu vois, quand tu as cette carapace, t'extériorises pas non plus vers les autres. Et finalement, quand tu commences à laisser passer la lumière, laisser une brèche s'ouvrir, et ben finalement, tu vois, tu te dis, ok, mais en fait, je suis pas tout seul à avoir ces problèmes-là. On parlait de finances tout à l'heure, de se dire, ouais, mais attends, est-ce que je suis le seul mec à pas faire de budget? Ben non, en fait, on est, je crois, 99% à pas faire de budget. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant de le souligner vraiment dans ce podcast, de dire que effectivement, à l'école, on devrait quand même nous apprendre, au moins, pas nous dire il faut faire comme ci ou comme ça, mais nous dire il y a des solutions pour pouvoir avoir une vie un peu plus confort, quoi. Surtout avec cette société de consommation dans laquelle on vit, où on peut acheter tout avec un doigt sur son téléphone, avec un clic, tout arrive dans sa boîte aux lettres en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et puis en plus, avec aussi toutes ces opportunités, ces solutions de crédit qu'on a en permanence, on a vite fait quand même de sombrer, quoi. Et ouais, tu vois, parce que je pense qu'on est tous persuadés que non, mais c'est bon, ça fait partie de l'éducation familiale, c'est à tes parents de t'apprendre ça. Ouais, mais quand tes parents ils savent pas non plus, eh ben tu vas apprendre ça de qui en fait, tu vois? Mais en fait, tout ça pour dire que même à 44, 50, 60, 70 ans, tu peux encore apprendre. Et il faut encore apprendre. Toute la vie, hein. Sinon c'est pas intéressant. Sinon, c'est pas intéressant, t'as raison. Et sinon, si tu restes sur métro, boulot, dodo, Netflix, c'est pas le sens de la vie. La vie, c'est apprendre, c'est partager, c'est découvrir des trucs. Et tu vois, aujourd'hui, je privilégie la qualité des relations et j'ai fait un pas en avant vers quelque chose. Je fais plus de recherche de bien matériel, tu vois, à part des choses qui vont satisfaire mes passions. Par contre, quand je vais m'acheter quelque chose, c'est quelque chose qui va faire du sens pour moi. C'est-à-dire que je serai plus enclin. Alors tu vois, je fais de la photo là et tout à l'heure avant le podcast, je suis en train de regarder pour acheter un nouvel appareil photo, mais c'est à un prix qui me paraît tellement exorbitant que je suis encore, tu vois, dans ce truc d'insécurité financière. Non mais attends, t'as travaillé pour, tu peux te le permettre, c'est quelque chose pour toi, pour ta passion. C'est pas un truc, tu vois, qui va traîner sur une étagère. J'ai aussi un rêve un jour de faire une expo photo. C'est aussi pour ça. Cet achat, il est pas inconsidéré. Surtout que ça fait déjà 1 an et demi que je ziote cet appareil photo, tu vois. Donc c'est pas un truc coup de tête. Est-ce que finalement t'es un peu comme moi, t'as du mal à dépenser, alors attends, je vais dépenser des sous dans des conneries parfois, des choses dont j'ai pas besoin, mais c'est souvent quand ça va pas, j'ai besoin d'acheter un truc, c'est un peu compulsif pour aller un peu mieux. Mais finalement, dès que c'est des choses dont j'ai vraiment envie, vraiment besoin, qui me plaisent énormément, que ça me touche, enfin qui est quelque chose d'émotionnel en fait lié à cet achat, j'ai beaucoup de mal à me décider. Toi aussi, t'as du mal à passer à l'action en général sur tout ou vraiment sur des choses en particulier? Je passe vite à l'action. Ça, j'ai compris que de toute façon, si tu as un objectif et que tu le transformes pas en action rapidement, c'est pas un objectif, hein, c'est juste un rêve. Par contre, c'est sur l'achat. Ouais, sur l'achat, je vais me poser mes 1000 questions. Mais je pense que c'est lié à mon histoire personnelle, tu vois. Je te parle d'un appareil photo qui fait 2000 balles. Mais je sais déjà ce que je vais en faire et je suis en train de me dire, attends, est-ce que c'est 2000 balles? Je vais pas en avoir besoin pour autre chose? Est-ce que j'ai pas quelque chose qui va se casser dans pas longtemps, qu'il va falloir que je remplace, etc. Mais en fait, en vrai, je peux les dépenser. C'est pas grave. J'ai de quoi le faire aujourd'hui, tu vois. J'ai plus ce problème-là, mais je suis encore dans mon schéma mental d'avant, de se dire, mais ouais, attends, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et tu te rends compte que tu as quand même des espèces de fantômes du passé qui te hantent toujours dans tes choix, dans tes décisions, dans tes orientations, etc. Est-ce que finalement, ton cadre, il peut être sécurisé à 100%? Est-ce que tout ce que tu fais, c'est sûr à 100%? En vrai, non. Et il faut savoir accepter ça. Et il faut savoir se dire, mais ok, qu'est-ce qui est pas sûr? Non. C'est quoi l'enjeu pour moi? C'est quoi l'impact? Et voilà. Justement, des personnes qui sont en grande précarité ou qui ont eu des grosses problématiques financières, qui vivent des choses difficiles en ce moment, notamment avec le Covid, il y a quand même plein de gens qui sont dans des vraies galères. Est-ce que tu as des recommandations, des conseils pratiques, concrets que tu pourrais leur donner suite justement toi à toutes tes différentes expériences et les problématiques que tu as pu avoir dans ta vie?
Ouais, le premier conseil que je donnerais, c'est de pas avoir honte. T'es dans cette situation-là, c'est pas ta faute. C'est les circonstances de la vie, c'est les incidents de vie, c'est le parcours, c'est tout le monde peut se retrouver au top à un moment et puis complètement down. Et il faut surtout pas en avoir honte. Il faut l'accepter. Pourquoi? Bah pour pouvoir se faire aider ensuite. Quand je vivais chez ma mère, alors je sais pas tout, il y a peut-être des trucs que je fantasme ou pas, mais je lui disais, bah voilà, tu fais un repas par jour à la cantine scolaire, et puis bah des fois c'est aussi les restos du cœur qui t'aident ou autres, et puis des fois c'est aussi ta famille qui t'aide. Tu vois, moi j'ai un oncle et une tante très proches, chez qui j'ai passé beaucoup de temps du coup, qui m'ont beaucoup accueilli, et ils ont été là, mais bah, parce qu'on a demandé de l'aide. À un moment, il faut aussi dire. Savoir demander, ouais. Ouais, savoir demander, se dire, ok, t'as l'ego, mais l'ego, c'est cool, mais ça se mange pas, quoi. Il faut savoir dire, ok, là je peux pas, là je peux plus, j'ai besoin d'aide. Et des associations, des proches, etc., peuvent aider. Et heureusement, là encore ça, mine de rien, ça existe encore, hein, la solidarité. C'est aussi essayer, quand c'est possible, de se trouver des clés, de se dire, ok, comment je pourrais sortir de ça? Tout le monde n'a pas cette capacité-là de prendre ce recul, de se dire, pas capacité en temps ou autre, hein, pas intellectuelle, bien au contraire, mais de savoir prendre 10 minutes, un quart d'heure de recul, de se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Est-ce que l'appartement que je loue, il n'est pas trop grand, trop cher pour moi? Est-ce que la région où je suis actuellement, et puis je suis au chômage, elle n'est pas trop chère pour moi? Est-ce que, bah ok, est-ce que je prends mon téléphone et appeler mes parents, de dire, papa, maman, là je m'en sors pas, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, est-ce que on peut revenir habiter à la maison quelque temps, le temps de se retourner, tu vois? Quand j'ai perdu mon job en Alsace, où du coup Sabine, ma femme, elle avait repris des études, donc il y avait que moi qui avait mon boulot et notre fille avait un peu moins d'un an. Donc, et on venait d'acheter la maison. Et là, je me suis dit, putain, alors, tu perds ton boulot, ta femme fait des études, t'as un enfant qui a moins d'un an, tu viens d'acheter une baraque, c'est chaud. Ouais, le stress, Donc ouais. Mm. ouais, là, mais vraiment, tu vois, j'ai vraiment eu mais vraiment mal à la tête pendant mes 24 heures. Entre le moment Mm. où on m'a dit, c'est bon, t'es viré, on se revoit dans une semaine, et puis j'ai pris un cahier et puis j'ai écrit. J'ai écrit tout ce que je savais faire, vraiment. Tout ce que j'avais fait de bien dans cette boîte, tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais réussi, tout ce que je savais faire en dehors, et à côté, tout ce que j'avais moins bien fait, donc ce que j'aurais pu faire différemment. Ça m'a libéré. J'avais plus mal à la tête, tu vois. Mm. Mais parce que, bah, force est de constater que j'avais du temps pour le faire. Vraiment, un conseil, c'est se dire, ok, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis au chômage. Mon boulot s'est cassé la gueule avec le Covid. Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux utiliser plutôt que ma tête, mes bras et mes jambes pour aller donner un coup de main? Je veux dire une connerie, tu vois. Quelqu'un qui est jeune peut donner un coup de main en intérim à faire des déménagements, des trucs comme ça. Il y a des solutions. Il faut juste se faire aider. Parce que c'est pas évident, hein, et j'en suis très très conscient que tout le monde n'a pas cette capacité à réagir, à rebondir face aux problèmes, parce que bah, tu peux te retrouver le fardeau sur les épaules, dans un, deux, trois, quatre, et puis après, bah, t'arrives plus à relever la tête, t'arrives plus à voir l'horizon. Et si t'as pas quelqu'un qui va t'aider et te décharger de ces fardeaux-là, prendre la main pour t'accompagner, bah, du coup, ça peut être compliqué. Bah, c'est avec Bouti, le magicien, qui disait justement que il fallait oser demander et qu'on était surpris d'avoir des réponses positives parce qu'on a osé contacter une société qui nous plaît, parce qu'on a osé contacter quelqu'un sur LinkedIn ou même aller frapper au commerce du coin ou à la boulangerie pas loin en disant je cherche du boulot ou j'ai très envie de bosser avec vous ou faites-moi bosser même quelques heures pour me tester. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on lance des perches un peu, souvent les gens ils sont assez surpris qu'on fasse les choses un peu différemment, qu'on fasse pas juste un CV standard qu'on envoie par mail ou par courrier, mais qu'on fasse un peu les choses différemment. Ça, moi en tout cas personnellement dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mes premiers jobs, je les ai toujours eu comme ça. Finalement, c'est tellement plus humain parce qu'il y a une vraie relation qui se crée entre deux personnes, même si ça dure que 5 minutes. Mais le fait de dire, voilà, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin de trouver du boulot. Est-ce que vous auriez pas du boulot même quelques heures pour moi? Bah souvent ça marche. Et un truc que j'ai compris tardivement, c'est si tu te lances pas, si t'essayes pas, t'arriveras jamais. Si tu te lances, t'as des échecs, c'est pas grave. Tu vas comprendre ton échec et puis tu vas faire différemment la prochaine fois, ou la prochaine fois la porte elle va s'ouvrir. Mais si t'oses pas, il va rien se passer, c'est clair.
Mais il y a personne qui va vivre ta vie à ta place, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Non mais c'est clair et c'est vraiment que tu vois t'as plein de gens qui disent ouais mais attends mais là si je machin il va m'arriver ça on va me fermer la porte au nez ou ok essaye et alors et qu'est-ce que tu risques? Un non? Pas grave, t'auras eu un non. Je veux dire, on a tous envoyé, on parlait de boulot, tu vois, on a tous envoyé des dizaines de CV, 50 CV, et puis des boîtes qui te répondent même pas. Et pour revenir aux clés aussi, moi, il y a une clé, et c'est pas forcément quand t'es au plus bas, mais c'est quand tu t'en es sorti qui est importante aussi, c'est ne pas oublier d'où tu viens et ne pas oublier qui t'a aidé. C'est important de Mm. dire, tu vois, en même temps je te dis, j'ai des frissons et presque une larme à l'œil, de se dire, ok, rappelle-toi qui était là pour toi, rappelle-toi qui t'a aidé dans certaines situations et ne deviens pas un con, quoi. Parce que tu peux vite y retourner. C'est pas acquis pour toujours, comment dire, ça se transmet aussi, tu vois. Ça s'entretient, en fait. Mm. Ouais, ouais, ça s'entretient, et puis ça se transmet l'entraide. Et aussi se dire, ok, moi on m'a aidé, je peux renvoyer l'ascenseur, je renvoie l'ascenseur, il n'y a pas de problème. On n'a pas beaucoup parlé de ton métier et j'ai trouvé ça quand même très intéressant dans ton histoire de se dire que finalement tu as souvent eu ce manque de sécurité et de sécurité financière aussi, mais de sécurité affective et que finalement ton métier aujourd'hui c'est responsable qualité, hygiène, sécurité environnementale dans les énergies renouvelables. Est-ce que justement tu pourrais nous expliquer comment t'en es venu à faire ce Eh métier? ouais, tiens, j'avais pas fait j'avais pas fait le lien. T'avais jamais fait le lien? Non, franchement non. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai? Ah ouais, moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite quoi. Bah écoute, études classiques, hein, bac S. Puis derrière, bah, je voulais faire vétérinaire. Alors, ça trahit mon âge hein, quand je dis que j'ai fait une licence et une maîtrise. Donc c'est en biologie. Mm. En 98-99, t'as pas de métier derrière. Hein, faut pas se leurrer. Hein, quand tu fais licence, maîtrise, c'est pas pour t'apprendre un métier. Donc j'ai postulé à plusieurs DESS et je me suis retrouvé à faire celui de relations publiques de l'environnement, mais c'était autour de tout ce qui était environnement et gestion de crise. Et je me suis dit super, j'ai un DESS, j'ai trouvé un taf. Je me suis retrouvé à bosser un an dans une start-up au Luxembourg, à faire un métier qui n'était pas du tout le mien. Je faisais éditorialiste de site internet. Donc je passais mon temps à regarder du sport à la télé et je passais mon temps à jouer à des jeux vidéo et à écrire des articles là-dessus dans une boîte internationale, tu vois, on était jeunes, un cadre de travail super, une bonne paye, mais à un moment je me suis dit bon attends, t'as pas fait des études d'environnement et de biologie pour faire ça, et donc faut faire autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une année d'études à Nancy, au CESI, une année de master en management qualité, sécurité, environnement. J'ai rencontré ma femme en même temps, et en fait, si tu veux, je suis tombé dans la sécurité parce que l'environnement au départ. Et c'était pas un choix vraiment volontaire de ma part. Mais je commençais à avoir une appétence pour ce métier, métier sécurité, de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer les choses pour que les gens se blessent pas, se blessent moins. J'ai toujours aussi eu une appétence pour ces métiers de secourisme, de sauveteur secouriste au travail. Alors j'ai jamais passé le cap d'être sapeur-pompier ou autre volontaire. Ça c'est pas un truc qui m'a vraiment intéressé, tu vois. Pas trop mon style. Moi, si j'avais fait un métier vraiment dans ces métiers de corps d'armée, ça aurait été à l'armée. Donc j'ai pris un autre poste en Alsace où là, bah, du coup, la part de santé sécurité au travail était faramineuse. Elle dépassait largement les autres volets de mon poste. Ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier de ce métier-là, de voir vraiment tous les enjeux, toute la complexité parce que la sécurité au travail, c'est complexe, hein, parce que c'est des systèmes, c'est des normes, c'est du cadre pour que les gens finalement ne se blessent pas et aient une vie professionnels saines en tout cas, qui soient pas blessés ni impactés dans leur vie à cause du travail. Donc finalement, c'est un métier sur lequel je suis arrivé un peu pas par hasard, mais je pense que finalement, je suis arrivé, c'est pas pour rien. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est un métier voilà qui m'a pas quitté depuis 2006 maintenant. Dans la boîte où je suis actuellement, donc dans les énergies renouvelables, tu vois, aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'y suis. Félicitations. Merci. On a atteint des super résultats, on a fait des super choses. Alors quand je dis on, c'est parce que moi je suis que la tête visible. Il y a d'autres gens qui travaillent avec moi. Enfin moi j'ai le titre, mais c'est vraiment pas un métier que tu peux faire tout seul. C'est-à-dire que si t'emmènes pas des gens avec toi, si tu t'as pas du leadership, si tu t'ouvres pas, t'as pas de communication, si t'es pas à l'écoute, tout seul tu peux pas le faire ce métier-là. Ou alors tu vas mal le faire. Tu sais, il y a un truc qui m'avait, je sais plus où j'ai lu ça ou vu ça, mais des fois je regarde des films ou je lis des trucs où j'entends et puis je note sur mon téléphone des notes ou des citations que j'entends. Et finalement, c'était sur la navigation. Tu sais où tu veux aller, tu vois, c'est sur les courses en mer. Les marins, ils savent d'où ils partent, ils savent où ils veulent aller.
Et finalement, ils connaissent le cap, mais le cheminement pour atteindre le cap, pour atteindre la destination finale, il va différer à cause des vents, à cause des obstacles, à cause des intempéries, mais ils savent toujours où est-ce qu'ils veulent aller. Et ça, finalement, c'est intéressant. Et ça, j'ai intégré maintenant. Je sais quel objectif je veux et l'entreprise veut atteindre. Des fois, tu te détermines un cap et tu détermines une direction. Mais maintenant, tac, là il y a un écueil. Ou non, là c'est pas possible. Donc, on va contourner. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'énergie. On va le faire différemment. Mais on sait toujours où on veut aller. Et ça, c'est important de se donner cette direction et ce cap final. Et puis des fois, tu dis, finalement, ce cap final, il est pas terrible, et puis je change. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Souvent, finalement, avec le temps, avec ce que tu apprends, avec ce que tu vis, en fait, tes expériences, tu as envie d'autre chose, au fur et à mesure des années. Et tu sais, ce qui est intéressant dans mon métier, c'est et ça fait le lien finalement avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un métier de solitaire. C'est un métier où tu es forcément entouré de gens et où tu dois forcément te discuter avec des gens. Si tu es solitaire, introverti et pas prêt à écouter, tu vas vite te faire suer dans ce métier-là. Pour finir, parce qu'on s'est dit quand même beaucoup de choses, est-ce que tu as des héros dans la vraie vie, je veux dire? Non, j'ai pas un héros ou une héroïne. J'ai plusieurs bouts de personnes qui constitueraient mon héros. C'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui, pour une chose qu'ils ont faite, je me dis, putain, ça c'est bien. Mais en même temps, c'est pas, tu vois, quand je me représente cette personne-là complètement, je dis non, je considère pas comme un héros, une héroïne. C'est vraiment plutôt des actes. Finalement, pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui se dit je vais donner du temps pour faire quelque chose ou je vais réagir par rapport à une situation, par rapport à ma situation, je vais aider quelqu'un, je vais des fois juste m'aider moi-même, me reprendre en main, gagner un combat contre une maladie, gagner un combat contre une situation. Et finalement, des héros, on en a plein autour de nous. Et quand tu te rends compte que 30 ans après, finalement, même si tu mangeais pas à ta faim tous les jours, tu as toujours eu un toit sur la tête, tu te dis peut-être que ta mère, c'était une héroïne à l'époque, parce que t'as pas dormi dans la rue non plus. Et si, à la rigueur, tu vois, des gens auxquels je pense là, maintenant, des mecs comme, mais des mecs comme Mike Horn, mais je suis plus reconnaissant au mec qui a fait pousser ses légumes l'année dernière pour nourrir la France qu'auprès de Mike Horn aujourd'hui. Et alors, la petite question classique pour finir le podcast. Si tu recommençais ta vie aujourd'hui avec tout ce que tu sais à 44 ans, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais sensiblement la même chose. Je mettrai plus d'argent de côté tout de suite, déjà, ça c'est clair. Remercier les gens qui m'ont aidé au moment où ils m'ont aidé et pas attendre des fois 1, 2, 3, 10 ans. Et le troisième aussi, c'est il y a eu des moments où mon instinct m'a guidé en me disant ne va pas là, ne fais pas ça. Et j'aurais dû l'écouter cet instinct plutôt que me dire ouais non ça va passer. Parce que de manière générale j'ai un instinct qui est plutôt assez bon sur des situations en me disant là ça va pas être bon, faut pas y aller et puis finalement tu t'écoutes moins et puis tu te casses les dents. Ouais, je te souhaite d'être heureux tout simplement et puis peu importe que ce soit rapide ou moins rapide finalement d'avoir le toit sur la tête qui te fait rêver. Ce qui est chouette dans la vie aussi, c'est justement d'avoir des objectifs et puis c'est toute cette route à parcourir qui est belle à regarder en fait. Ce qui est important dans un voyage, finalement, c'est pas la destination, c'est tout le voyage en lui-même. Exactement. Bon merci beaucoup. Merci Morgane. Dans la vie, on a tous des hauts et des bas, et on doit apprendre à rebondir malgré tout. Comme Sébastien, on n'a pas vraiment le choix. De ces expériences difficiles, il a tiré des enseignements, des petites clés qu'il nous a partagées lors de cette conversation. 1. Savoir se créer une bulle, un havre de paix, et aller s'y réfugier dès qu'on en ressent le besoin. Cela peut être un lieu en particulier, un coin cocoon, chez soi, ou un espace dans la nature. Ça peut être aussi un espace à l'intérieur de soi, en se concentrant sur notre passion, en se recentrant grâce à la méditation. Le tout étant de se sentir sécurisé à un tel point que plus rien ne semble pouvoir nous atteindre. 2. Planifier pour mieux gérer une situation difficile. Définir un cap, un objectif. Souvent, lorsque l'on vit une situation compliquée, on est submergé, le stress nous envahit, et notre première réaction est d'éteindre le feu. Et puis nous passons à autre chose. Or, comme le dit Sébastien, ça peut recommencer. Il s'agit donc de savoir définir clairement la destination pour naturellement changer la route et éviter les embûches. La bonne question à se poser donc est
Que voulons-nous vraiment atteindre dans notre vie ? 3. Décomposer les problèmes. Parfois, le choc est tel que nous sommes dépassés par les événements. Alors pour éviter d'être trop anxieux et afin de trouver des solutions pérennes, Sébastien nous conseille d'analyser point par point la situation afin de résoudre point par point les problèmes. Lorsqu'il s'agit de difficultés financières, prendre le temps pour noter ses recettes et ses dépenses et trouver notre propre technique pour nous aider à mieux organiser notre budget. Il existe de nombreux outils, des applications, des carnets spéciaux, des sites internet. Chercher l'outil est donc essentiel pour changer ses habitudes et apprendre à se cadrer. 4. Noter ses capacités et ses lacunes. Si nous avons perdu notre emploi ou que nous sommes en pleine recherche de poste, il s'agit de reprendre confiance en soi pour se remettre en selle. Noter est donc essentiel pour reprendre conscience de nos points forts. Que nous soyons diplômés ou non, en recherche d'un emploi intellectuel ou plutôt physique, le tout est de noter tout ce que nous savons faire afin d'oser pousser des portes que nous n'aurions peut-être même pas vues au départ. 5. L'importance de communiquer en famille, entre amis, auprès de notre employeur ou même dans des associations. Parler de nos difficultés, c'est déjà commencer à les résoudre. On ne s'en doute pas, mais il y aura toujours quelqu'un pour nous donner un conseil, un coup de main, une idée, ou peut-être même plus qui sait. Si on ne parle pas, on ne risque pas de recevoir d'aide. Et pour finir, je vous invite à mettre en pratique la méthode Kaizen, la technique des petits pas pour changer vos habitudes et améliorer votre vie. Et il va falloir vous y tenir pendant au moins 21 jours, car c'est le temps nécessaire à l'automatisation des habitudes. Pour ce faire, déterminez votre objectif et introduisez des mini-défis au fur et à mesure. Vous voulez faire des économies par exemple ? Commencez par noter et analysez vos dépenses et réfléchissez à combien vous voulez économiser et surtout pourquoi. Afin d'optimiser vos dépenses, commencez par étudier vos frais bancaires et si besoin, changez de banque. Adaptez ou résiliez les abonnements inutiles. Changez de supermarché pour trouver des produits tout aussi sympas mais bien moins chers. Vendez d'occasion tout ce qui est devenu inutile. Chaque jour, listez ce sur quoi vous pouvez encore économiser. Mettez-vous un nouveau mini-défi, cochez dès que c'est fait et surtout, déplacez immédiatement l'argent économisé afin de ne pas l'utiliser. Petit à petit, vous réussirez à mettre de côté la somme que vous vous étiez fixée. Et pour être sûr de ne pas oublier toutes ces astuces, contactez-moi sur Instagram, @provoque-podcast ou par email, provoquepodcast@gmail.com afin de recevoir la newsletter. J'espère que les petites clés récoltées aujourd'hui vous aideront à prendre l'élan nécessaire pour aller là où vous avez envie d'aller, pour devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous, pour être tout simplement plus heureux. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout où cela vous est possible et parlez-en autour de vous. Sachez que c'est grâce à vos actions que je pourrai continuer l'aventure Provoque. Alors pensez aussi à ajouter un chouette commentaire et à m'envoyer vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le premier épisode de Provoque qui vous explique qui je suis et ce pourquoi j'ai créé ce podcast. Merci à tous et rendez-vous dans le prochain épisode. À la semaine prochaine.